commencer par la fin, si je puis dire, dans le sens où quand ce film est sorti en 1973, le réalisateur Clint Eastwood était déjà un peu connu, mais pas tant que ça. En fait, il est né en 1930 déjà, et il écrit à John Wayne pour lui dire je vais préparer un autre western avec vous. Et John Wayne lui répond non, j'ai vu votre film, il est beaucoup trop violent. Donc c'est un impératif, là, il refuse catégoriquement de tourner avec... Alors c'est vrai qu'il ne va pas dans la dentelle dans ce film, Yves. Alors, je précise quand même que le scénario est pas de n'importe qui. Le scénariste venait de terminer l'année précédente French Connection. Vous avez peut-être vu aussi ce film absolument extraordinaire où il y a une course-poursuite qui longtemps a été la plus longue de l'histoire du cinéma. Alors là, on va revenir à ce film tout de suite, non pas seulement parce que tu es spécialiste du paysage, d'abord spécialiste des États-Unis et du paysage au XIXe siècle et du paysage de western que tu vas nous évoquer maintenant, mais surtout parce que le titre de cette série de toute l'année s'appelle Catastrophe urbaine. Et en même temps, comme c'est des films, et je voulais aussi qu'il y ait un peu l'ensemble de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire à la fois des films historiques, à la fois des films de grands spectacles, des films d'horreur, et puis aussi un western, parce que dans l'histoire du cinéma, le western est un genre très particulier. Alors évidemment, c'est une petite ville, mais en même temps, c'est une catastrophe urbaine, puisque tout d'un coup, elle est soumise, cette petite ville, par la panique de chacun, par la honte qui est présente chez chacun de ces personnages. Évidemment, ils acceptent cette soumission, cette servitude volontaire, comme on aurait dit à une autre époque, et ils mettent le destin de la ville dans les mains de 3 bandits qui vont évidemment se comporter en tyrans. Donc c'est une fable en même temps, ce film, je pense. Alors c'est tout à fait étonnant de la part d'un homme qui a appelé à voter Trump. Oui, ça, les mystères de l'âme de Clint Eastwood, je suis pas sûr que... Mais enfin, justement, c'est-à-dire, c'est un petit peu un des sujets du film, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on a un paysage, tu parlais d'un paysage de western, c'est un paysage de western, c'est un paysage de l'Ouest, donc incontestablement c'est un paysage de western. Cela dit, c'est pas le paysage de western auquel on est habitué, c'est pas du tout Monument Valley, c'est pas John Ford, c'est pas ce genre de paysage. Et c'est ça dont j'aimerais parler un petit peu. Mais justement, c'est un paysage, me semble-t-il, pour autant qu'on puisse le percevoir, ça c'est une question très subjective, mais il me semble que c'est surtout un paysage mental en fait qu'on a dans ce film, la projection d'un désordre et d'une complexité, d'un traumatisme vraisemblablement. On croit comprendre à la fin du film, on ne sait pas, mais enfin on croit comprendre que peut-être le personnage de Clint Eastwood est en fait lié plus ou moins au personnage donc, du shérif qui a été fouetté à mort. Alors dans la version américaine, il le dit. Oui. C'est la différence avec la version exportée. Donc à la fin, quand le nain qui grave la plaque, et Clint Eastwood lui dit « Tu le connais, tu es en train de le graver ». Donc voilà, il avoue qu'il est le frère du marshal qui a été assassiné. Voilà. Donc on comprend bien que c'est un paysage assez... comment dire qui prend, à la différence de la plupart des westerns, qui prend pas toute la place, justement. Alors je voulais revenir un petit peu brièvement, juste en préambule, sur l'importance du paysage dans le patrimoine culturel américain. C'est quelque chose qui est assez connu, mais enfin, on peut peut-être en dire un mot rapidement. Il y a aux États-Unis, de toute façon, dès les origines, depuis vraiment le tout début, depuis l'ère coloniale, enfin depuis l'arrivée des premiers Européens sur la côte, une sorte de fascination pour la nature américaine. On ne parle pas forcément encore de paysage, c'est pas tant la dimension esthétique qui est vraiment importante à ce moment-là, mais enfin cette nature omniprésente, très, très forte, très, très dense. L'Amérique, pour ceux qui y arrivent, c'est une espèce d'immense forêt dont il faut bien savoir faire quelque chose. Et donc il y a d'emblée une construction un petit peu ambiguë, même très ambiguë, entre fascination, pas au sens d'adoration, mais au sens d'obsession, et rejet, parce qu'évidemment, on va vouloir abattre ces forêts, faire des clairières, faire des chemins, des routes, des villes, etc. Et donc civiliser, avec beaucoup de guillemets, la nature américaine. Ça, c'est un petit peu le récit mythique, le récit des origines. Cette ambiguïté face à la nature américaine cède la place à partir du 19e siècle, des années 1830, à un rapport
qui évolue face à cette nature progressivement. Je ne peux pas faire ici la liste de toutes les influences qui peuvent entrer en ligne de compte. Il y a des influences qui ne sont pas spécialement américaines. Il y a des influences qui s'apparentent au romantisme qu'on peut avoir en Europe aussi. Mais ça se structure notamment dans les années 1850 et pendant la guerre de sécession, c'est-à-dire entre 1860 et 1861 1865, avec une dimension nationale et culturelle très propre, là, pour le coup, aux Américains, dans la mesure où les Américains comprennent ou s'inquiètent beaucoup de leur capacité à faire une culture qui ne soit pas strictement européenne. Ils s'interrogent tout simplement sur la question de savoir ce que c'est qu'un Américain. À partir de quand un Américain cesse-t-il d'être un Européen et devient-il véritablement, spécifiquement, proprement, particulièrement américain? Et la nature, après la guerre de sécession, notamment les grands espaces vierges très emblématiques de l'Ouest, arrivent dans l'imaginaire national à ce moment-là et servent précisément de substrat patrimonial très important. Et c'est là qu'on parle de cette wilderness, dont le terme est souvent utilisé aussi en français, pour parler de cette nature vierge américaine, nature sauvage. C'est là qu'elle prend justement tout son rôle iconique, patrimonial, culturel extrêmement fort. Il faut peut-être revenir un petit peu sur cette idée de wilderness, parce qu'on si on ne comprend pas bien véritablement ce que ça veut dire, on ne comprend pas vraiment le rôle qu'elle a pu jouer, et notamment son usage dans les westerns. Wilderness, ça vient de wild, l'adjectif wild, qui veut dire sauvage en américain, en anglais. Mais pour bien comprendre cette sauvagerie, il faut revenir un petit peu au double sens que ça peut avoir. En français, quand on veut parler de sauvage, il y a un terme, adjectif, sauvage. En anglais, c'est plus complexe. Comme souvent, les Anglais ont le choix entre deux substrats, entre deux registres. Le latin, qui vient du français, à travers l'invasion normande. Et là, donc, l'adjectif, c'est savage, qui lui renvoie à quelque chose de strictement négatif, de cruel, de barbare, de violent, justement, qu'on peut représenter. Sauvagerie. La sauvagerie, voilà, absolument. Et puis, il y a wild, qui est, là, pour le coup, l'origine saxonne. Et là, ça n'a pas du tout le même sens. Wild a quelque chose, au contraire, de beaucoup plus positif, qui évoque une libération, qui évoque une liberté totale, l'absence de contrôle, et qui est justement ça, l'esprit américain, cette sauvagerie, tout au moins cette possibilité d'une sauvagerie, mais ambiguë, qui contient un très fort élément de liberté en elle, et donc quelque chose de très admirable et de très précieux. Et c'est ça qui va être progressivement préservé aux États-Unis, justement, à travers les paysages de l'Ouest. C'est là que les parcs nationaux interviennent, c'est là qu'on commence, dans les années 1870-80, à les préserver, qu'on commence à inventer une politique de la nature aux États-Unis qui, à l'origine, n'a rien d'écologique, mais qui a tout de culturel et de patrimonial. Et c'est ça qui est mis en scène dans la plupart des westerns, notamment Monument Valley, etc. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'on n'a absolument pas ça, justement. C'est-à-dire que ce qu'on a, ce sont des paysages de l'Ouest, incontestablement. Ça a été tourné en Californie, donc ce sont les paysages naturels sur place. Mais qu'est-ce qu'on a ? On a une forêt de pins, typique de la Californie du Sud, mais enfin typique aussi de l'Arizona, ça pourrait être aussi le Mexique, probablement aussi certains endroits, certains coins en Espagne ou au Maghreb. On a de la steppe. On n'a aucun grand marqueur des paysages de l'Ouest. En revanche, on a deux choses qui ressortent très fortement. On a le lac, qui donne son nom à la ville, Lago, et on a la chaleur, on a le désert, on a l'aridité. Et ces deux éléments-là, très différemment, jouent un rôle très structurant dans le film, me semble-t-il. Alors, je ne sais pas si on peut en dire deux mots rapidement, ou si tu avais aussi... Alors ce lac, en fait, c'est un lac qui est très... j'allais dire qu'il existe, évidemment qu'il existe. Il s'appelle Mono Lake. Qui existe. Voilà, qui existe en vrai, ils n'ont pas rempli un grand trou pour le film. Voilà, donc c'est un lac qui existe, évidemment, et qui est très particulier pour plusieurs raisons, notamment sur le plan naturel. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est un... je ne sais pas si vous avez l'occasion en tout cas d'y aller, c'est vraiment incontestablement un coin à visiter. C'est juste à l'est de la Sierra Nevada, au niveau du parc national de Yosemite. On descend un petit peu, on se retrouve ici, on est en plein désert, c'est une ambiance totalement différente, et c'est un lac qui est très particulier parce qu'il n'a pas de fleuve qui s'en écoule. En principe, ça se vide uniquement par évaporation, et donc il y a une concentration des sels minéraux dans ce lac qui est exceptionnelle, qui fait que l'eau est alcaline,
d'ailleurs, quand on la touche, ça fait un peu comme du savon. Elle est salée, c'est de l'eau, pas de l'eau de mer, mais elle est salée. Et une des conséquences, c'est qu'il y a au milieu de ce lac une île qui sert de lieu de nidification à beaucoup d'oiseaux, notamment des mouettes. Je ne sais pas si vous avez observé, mais au début du film, on entend une ambiance sonore qui évoque plutôt un village de pêcheurs qu'une ville minière en plein dans l'ouest. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a effectivement plein de mouettes autour de ce lac. L'autre chose qui est intéressante, c'est que ce lac a été vidé progressivement par la ville de Los Angeles pour son eau, justement. Los Angeles l'a intégré dans son réseau de captation d'eau. Et donc son niveau a baissé considérablement entre les années 1940 et 1990 à peu près. Et donc il y a toute une bande, une frange autour du lac, sablonneuse, qu'on voit justement dans le film, qui est aussi assez remarquable et qui renforce dans le film, me semble-t-il, cette impression un petit peu maritime. On a l'impression d'être quasiment au bord de la mer, en plein désert, en pleine montagne. Donc ça, et ça renforce le côté, comment dire, l'aspect d'un paysage assez confus, un paysage du désordre en quelque sorte. Et puis il y a évidemment, donc je disais, l'aridité, l'Ouest comme désert. Et ça, c'est quelque chose qui se met en place dans l'imaginaire collectif américain assez tardivement, puisqu'il était à l'origine, tout au moins entre la guerre de sécession et les années 1890, impossible de concevoir l'Amérique comme un désert, puisque l'Amérique devait être fertile, puisqu'elle était le lieu évidemment de l'expansion de la civilisation américaine, et qu'il était inconcevable qu'on ne puisse pas devenir un fermier dans l'Ouest. Et donc cette réflexion sur cette prise en cette acceptation de l'aridité de l'Ouest se fait progressivement dans les années 1880-90, voire 1900. Et cette image de l'Ouest comme un désert, là, pour le coup, apparaît très, très fortement dans le film. Et ça devient, du coup, ça, un paysage très typique de l'Ouest, au sens où ça devient le paysage du héros isolé, en fait, le paysage de la solitude, en quelque sorte. Et c'est renforcé encore, me semble-t-il, dans le film, par ces impressions de chaleur, cette brume de chaleur dans le générique de début et le générique de fin, qui visuellement renforce cette espèce de confusion qui, encore une fois, je pense vraiment crée avant tout un paysage mental plutôt qu'un paysage très très iconiquement américain. C'est-à-dire c'est pas l'Amérique qui est représentée ici, c'est vraiment l'esprit du héros. Du reste, les rares articles en français, j'entends, parce qu'aux États-Unis il y a énormément de littérature là-dessus, mais en français c'est Yves Lacoste et Michel Fouché dans la revue Hérodote, déjà en 1977, puis bien après en 1998, qui ont réfléchi sur le paysage de western et qui étaient étonnés de voir un paysage aride, désertique, wilderness, illimité, un horizon infini, et alors même que le cow-boy, par définition, il a un troupeau, donc il lui faut au contraire des pâturages, il lui faut de la verdure, il lui faut des enclos, enfin quelque chose qu'on ne voit pas du tout dans le film. Donc effectivement, nous on a un peu télescopé l'idée du cow-boy avec le western. Or là, on est dans le western plutôt métaphysique, j'allais dire, où il y a une histoire éthique qui renvoie à l'idéal américain, du moins pour certains, et peut-être pour Trump, de l'autodéfense et de se faire justice soi-même si la vraie justice est incapable de punir le coupable. Donc la figure du justicier, de l'homme sans nom, enfin du cavalier sans nom qui vient on ne sait pas où, est typique de cela. Alors je voudrais juste rappeler deux choses anecdotiques mais qui ont leur importance. C'est que Clint Eastwood commence une carrière très, très lente, il a des petits rôles, et en fait, ce qui va le faire connaître aux États-Unis, c'est ce qu'on a appelé les western spaghetti, c'est-à-dire que quand Sergio Leone fait 3 films avec lui, pour une poignée de dollars, et pour quelques dollars de plus, et évidemment le bon, la brute et le truand que tout le monde connaît, 1964, 1965, 1966, et là c'est quelque chose qui commence à le faire connaître, et il tourne à ce moment-là le premier inspecteur Harry, qui n'est pas de lui, puisqu'ensuite il va les réaliser, et en même temps, 1964, il y a un fait divers absolument tragique, une jeune femme est agressée en pleine rue par quelqu'un qui va l'assassiner, un délinquant, qui attaque cette femme, qui lui donne des coups de couteau. À ce moment-là, il y a quand même quelqu'un qui ose intervenir, plus ou moins. La femme réussit à se lever et à s'enfuir.
le criminel la poursuit, revient avec son couteau, lui redonne des coups de couteau devant un certain nombre de gens qui se taisent et qui n'agissent pas, et il la viole alors qu'elle vient juste d'être morte. Et du reste, c'est un cas pathologique, ce criminel, évidemment, puisque lorsqu'il sera jugé, il dira ah, mais c'est très très intéressant de violer les femmes dès qu'on les a tuées. Et puis du coup, il va révéler d'autres crimes qu'il avait commis. Enfin, il y aura c'est un serial killer, si je peux dire. Bon, et donc ce fait divers de l'agression de quelqu'un sans qu'il y ait une réaction des citoyens lambda autour, avait profondément marqué l'Amérique, évidemment, mais surtout Clint Eastwood. Et donc, c'est cette idée-là qu'il donne aux scénaristes de French Connection pour en faire un western. C'est donc tout à fait intéressant d'avoir cette idée-là qu'on ne peut pas laisser impuni un crime. Et alors ça, là, c'est quelque chose aussi qu'on trouve dans la constitution, j'allais dire, culturelle des États-Unis, non ? Se faire vengeance soi-même, oui, en fait, le port d'armes, enfin, etc., etc. Alors, oui, la constitution intime des États-Unis, sans doute, c'est plutôt vraiment l'Ouest, ça, pour le coup. C'est quelque chose qui n'est pas censé avoir véritablement cours à l'Est, même si ça peut être discutable. Effectivement, ça évoque le rapport des Américains aux armes à feu, et c'est très lié fondamentalement à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce rapport à cette idée de wild, enfin cette idée d'une forme de sauvagerie qui serait quelque chose de positif. Il y a chez les Américains la volonté de conserver des éléments précisément venant de cette liberté fondamentale, de cette absence de contrôle fondamental. Et c'est vraisemblablement, c'est véritablement ce qui nourrit très fortement ce rapport intime des Américains aux armes à feu, effectivement. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif américain, le citoyen lambda doit effectivement pouvoir non pas se faire justice, mais se défendre soi-même, se défendre soi-même et défendre les siens, sans avoir nécessairement à avoir recours aux forces de police. Il y a eu à cela une nécessité évidente qu'on peut comprendre ici, c'est-à-dire que là, voilà, on est très vite isolé dans l'Ouest, il n'y a pas de police, donc il faut évidemment pouvoir se défendre soi-même. Ponctuellement, ça peut encore être vrai, non pas tellement de la même façon aujourd'hui, mais enfin, aux États-Unis, il y a encore maintenant assez facilement dans l'Ouest, assez près des grandes villes, des endroits qui peuvent être dangereux au sens où il y aurait des animaux qui seraient menaçants. Il y a des cougars, y compris, sans jeu de mots, dans Los Angeles. Enfin, récemment, il y a eu une course-poursuite sur une autoroute de Los Angeles entre des voitures de police et un cougar qui s'essayait d'attraper parce que c'était dangereux. Donc voilà, il y a cette idée qu'il faut pouvoir se défendre parce que c'est plus dangereux qu'en Europe. Mais l'idée de se faire justice, c'est peut-être un petit peu différent quand même. C'est-à-dire que, voilà. Et là, en l'occurrence, ce qu'on voit bien dans le film, c'est que la punition est assez universelle. C'est-à-dire qu'il punit à la fois les meurtriers et les lâches. C'est-à-dire qu'à la fin, à peu près tout le monde y passe quand même. Ah oui, tout à fait. C'est assez terrible. Alors, il y a une scène qu'on ne voit pas dans la version française qui a été projetée, mais qu'on voit dans la version américaine. C'est dans le cimetière, il y a plusieurs croix avec le nom là, des gens, et c'est les noms de Sergio Leone, de Don Siegel et de Brian Hutton. Et quand on a dit à Clint Eastwood, mais pourquoi vous avez mis les noms des réalisateurs avec qui vous avez tourné, il a répondu pour les tuer. Il a tué le père, de certaine manière, et à partir de ce moment-là, il devient lui-même un réalisateur de films, bien sûr. Et alors, en fait, la plupart des comédiens et des comédiennes qu'on voit dans le film, il va les réutiliser dans la plupart de ses propres films par la suite. Bon, la figure du nain est excessivement connue, il a tourné énormément de films, mais c'est pareil pour les autres, bon, moins connus que nous, moins connus, je veux dire, des Français. Par exemple, Mariana Hill, qui est est-ce qu'elle est prostituée? Enfin, on ne sait pas trop quel est son statut. Enfin bon, cette femme-là est née en 1941, elle va tourner à peu près une vingtaine de films, mais elle fera toute sa carrière à la télévision. Elle fera énormément de séries télévisées, encore aujourd'hui. Donc il y a une espèce de longévité là, de comédiens et de comédiennes. Pour le nain qui s'appelle Billy Curtis, alors lui, on le connaît parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire du cinéma, il a tourné 64 films. Donc c'est vraiment des gens qui ont, comme ça, ils constituent progressivement
progressivement, je pense, Clint Eastwood, comme d'autres cinéastes, bien sûr, une espèce d'équipe avec laquelle il a l'habitude de tourner très vite. Le tournage a été excessivement rapide, comme la construction du décor et la déconstruction du décor. Tout ça a été fait en quelques jours seulement, et il n'a absolument pas dépassé le budget. Enfin, c'est un personnage étonnant, ce Clint Eastwood, parce qu'il est producteur aussi pour produire des films d'autres réalisateurs que lui, et il est aussi son autoproducteur. Donc il y a une velléité d'indépendance, un peu comme le personnage du film, de certaine manière. Il décrit aussi le cinéma, et le cinéma d'Hollywood, comme une sorte de wilderness, enfin de western. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Est-ce que tu veux dire encore un mot avant qu'on donne la parole à qui veut la prendre ? Bon, alors moi, il y a quand même une question que je voudrais te poser, parce qu'elle est dans un article de Yves Lacoste, puisqu'il dit, c'est marrant, on invente ce genre cinématographique, on l'appelle western. Bon, le cinéma catastrophe, on comprend, c'est traduisible dans toutes les langues. Le thriller ou le genre noir, on comprend, bon, etc. Le film de guerre, bon, tous ces trucs. Bon, la comédie musicale, bon. Mais le western, et Lacoste a cette question, l'ouest de qui ? On est à l'ouest de qui ? On est chez qui quand on est dans l'ouest ? Pourquoi western ? Ça, c'est intéressant comme question. Ce qui est intéressant surtout, c'est effectivement cette réflexion sur l'ouest. On est toujours à l'ouest de quelqu'un. Je crois, probablement, je suis à l'ouest de toi. Et effectivement, l'ouest peut changer. Et dans l'histoire des États-Unis, ça a changé. C'est-à-dire que quand Lincoln a été élu, il était justement vécu et compris comme un homme de l'Ouest, parce qu'il venait de l'Illinois. Aujourd'hui, on comprend bien que quand Obama a été élu, parce qu'il venait aussi de l'Illinois, il n'était pas un homme de l'Ouest. Donc l'Ouest a évolué, il a changé, il y a eu différents Ouest, si on peut dire, dans l'histoire américaine. Et en fait, cette plasticité de l'Ouest fait que, fondamentalement, ça s'assimile à l'Amérique et à la difficulté qu'il y a à définir ce que c'est précisément. C'est un peu compliqué, justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Culturellement, et c'est quelque chose qu'on perçoit probablement pas toujours très très bien chez les Américains, il y a un complexe culturel assez fondamental, surtout à l'époque, au 19e siècle, mais encore maintenant, sur la question de savoir véritablement ce qui constitue la base culturelle, la spécificité culturelle, l'apport culturel aussi des États-Unis. Alors maintenant, c'est moins compliqué, on voit bien qu'il y a quand même, c'est un pays qui a construit des choses et qui a qui a projeté une culture au monde, incontestablement. Mais au moment où le genre du western, justement, se met en place, se définit, c'est pas encore complètement le cas. Ce que ça met en scène, en fait, le western, c'est le point d'achoppement ou le point de contact entre, alors j'utilise des termes vraiment de façon très, très simpliste, mais c'est comme ça qu'ils étaient utilisés vraiment à l'époque, entre la civilisation et la sauvagerie, justement. C'est-à-dire ce qu'on appelait la frontière, c'est-à-dire l'endroit où la civilisation va se heurter au monde naturel, sauvage, non encore civilisé. Au fur et à mesure de l'avancée de cette civilisation, cette wilderness, ce réservoir de nature sauvage éminemment, véritablement américaine, disparaît, à tel point qu'en 1890, on comprend que quasiment il n'y en a plus. Et les premiers espaces, justement, où on va mettre en scène cette épopée, on pense évidemment à certains shows, Buffalo Bill, etc., ça c'est à peu près la même époque, mais c'est dans les parcs nationaux, justement, en fait. Où dans les parcs nationaux, on va, pour les touristes, mettre en scène des combats entre différents Indiens qui sont habillés systématiquement comme des Sioux, parce que, voilà, même si ce sont des Indiens culturellement très très différents, on va leur mettre des plumes, etc. On va leur demander des couleurs de guerre, etc. On va leur demander de refaire ça devant les touristes. Et c'est intéressant justement que ça se joue d'abord dans les parcs nationaux avant de se jouer à Hollywood, parce que justement, ça met bien en scène, ça représente bien ce point, cette recherche de la préservation d'une nature sauvage. Fondamentalement, ce que dit le western, essentiellement, c'est ça avant tout. On peut y mettre ce qu'on veut après dans le western. On peut y mettre des Indiens, on peut ne pas en mettre, on peut mettre des cow-boys, on peut ne pas en mettre, on peut mettre de la cavalerie, on peut ne pas en mettre. Ça, c'est pas vraiment important. Là, il n'y a ni cow-boy, comme tu le disais, il n'y a pas de cavalerie, quasiment pas d'Indiens. Ce qui fait le western, c'est la confrontation de l'être humain, de l'homme, essentiellement, à la nature sauvage. Et ça, pour le coup, c'est très bien représenté ici. Et cette nature, c'est avant tout la nature de l'Ouest.
fondamentalement pour ça, je pense véritablement qu'il y a Non, mais il est certain que les films du Sud américain, donc zone coloniale et d'esclavage, c'est une autre nature. Enfin, c'est un autre sens, bien sûr, hein, d'organisation des rapports personnels, etc. Oui, parce que là, de toute façon, il y aura Là, c'est le fugitif, c'est oui, voilà. un autre. Là, il y a une charge historique, culturelle. Voilà. L'abolitionniste, c'est un autre. C'est effectivement une autre. Puis à son niveau de la littérature, on le voit très bien. On ne peut pas imaginer Faulkner écrire un western. Enfin non, il est enraciné dans une culture du Sud. Qui souhaite. Non, il y a simplement, il y a un État qui unit un peu ces deux cultures, c'est le Texas justement, dont on oublie souvent que une grande part fait partie de l'Ouest véritablement, immense, mais toute la côte. Et historiquement, à l'origine, le Texas, c'est vraiment un État du Sud, en fait. La première chose que je voudrais remarquer par rapport au film, c'est que bon, c'est peut-être pas le premier, mais enfin, comme vous avez dit, avant il y a Sergio Leone, c'est plus vraiment du western. C'est-à-dire, ce qui est très important, c'est le réalisme. Il cherche du réalisme, avec des guillemets évidemment, et au niveau spatial, ça se sent très très bien. Et bon, ce que vous avez décrit par rapport au lac, je suis assez d'accord de son importance, parce que c'est une présence tout à fait étrange. C'est-à-dire il se passe rien dans le lac. Si, il y a un type qui meurt dans le lac, mais enfin, le lac est une présence étrange que vous avez assez bien. En revanche, il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, c'est la question du mythe. Parce que c'est-à-dire que tout ce que vous avez évoqué sur les États-Unis, c'est vrai et c'est fondamentalement fictif. C'est-à-dire que le mythe, c'est-à-dire que le western, il n'y a rien de vrai dans le western. Les cow-boys, alors là il n'y a pas de cow-boys dans ce film, c'est exact, mais les cow-boys n'avaient pas de pistolet. Les cow-boys qui se promenaient, c'est-à-dire qui emmenaient comment dirais-je, les vaches dans les grandes villes, ils n'avaient pas de pistolet, ça n'existait pas. Dans les villes, il y avait des pistolets. Il y avait parfois des règlements de compte. Maintenant, une deuxième chose, alors ça c'est une mise en point un petit peu sévère, je m'excuse, mais qu'aujourd'hui, il y a 100 morts par jour, et ça c'est pas une question de réalisme ou pas de réalisme. La balle, elle se plante pas en plein milieu du front ou dans le dos. Elle se plante dans l'œil, elle estropie les gens à vie, et ça, là il y a un gros problème par rapport à Eastwood. C'est que moi, quand j'ai commencé à voir ce film au début, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. C'est incroyablement trumpien. C'est vraiment, c'est le projet Trump, quoi. Sauf que Eastwood, c'est un personnage très contradictoire à travers ses films. Là, c'est marrant, vous parliez de viol tout à l'heure, comme si dans ce film il n'y avait pas de viol. Or, le gentil, il viole. Vous voyez, je fais remarquer ça au passage. Ce qu'il fait pas dans d'autres films. Il y a beaucoup de films où il prend la défense des femmes. En général, il n'est pas raciste, mais en revanche, il y a quand même un gros problème avec Eastwood, c'est qu'il confond l'imaginaire avec la réalité. C'est-à-dire que sa défense, c'est pas Trump, c'est la NRA, c'est la National Rifle Association, c'est le droit à tous les débiles mentaux, parce que c'est ce qui est actuellement en cours aux États-Unis, de porter une arme et de faire n'importe quoi, parce que c'est toujours les gentils qui vont gagner. Donc ça, c'est quand même un gros problème dans ce déluge d'armes, enfin de balles qu'on voit là. Il y a des moments, c'est plus du mythe, quoi. C'est quand même un film qui prend un sacré coup de vieux, excusez-moi de dire. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de qualité, parce que Eastwood, c'est quand même un immense producteur d'images. Hein. D'ailleurs, je pense que ce film n'a pas son directeur de la photographie habituel. Enfin, c'est pas le même que dans d'autres, mais c'est aussi très intéressant. Il n'y a plus de gros plans, c'est un peu différent. Mais bon, c'est tout de même saisissant. Mais en revanche, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez évoqué sur la morale de ce film. Elle ne marche pas. Hein. C'est-à-dire que la société américaine n'est pas thatchérienne. Il y a une société américaine. C'est-à-dire qu'il y a des juges. Et la nomination d'un juge aux États-Unis, Dieu sait si c'est important. Hein. Et ce film, bon, il
il a des vertus, à mon avis, si on le traite dans sa propre perversité. Hein, et c'est un cycle, d'ailleurs, que la première image soit exactement la même que la dernière, je trouve que ça lui donne légitimité. Que j'ai eu du mal à lui trouver, excusez-moi d'être un peu long. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, évidemment. Je vais prendre un petit peu les choses les unes après les autres. Ce que vous dites sur l'importance du juge aux États-Unis, je suis incontestablement d'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais, je pense que l'enjeu, c'est pas vraiment de se faire justice soi-même, mais plutôt d'être en capacité de se défendre en cas d'agression. Et ça, c'est encore une fois, ça veut absolument, ça n'implique pas une quelconque défense des armes à feu ou du problème. C'est un euphémisme que ça pose dans la société américaine. On pourrait prendre beaucoup de temps pour parler des armes à feu, sur les problèmes que ça pose, sur les solutions éventuelles qu'on peut apporter. Il y a à peu près 330 millions d'armes à feu, c'est une estimation, aux États-Unis actuellement. Ça disparaît pas comme ça. C'est-à-dire que le débat fondamental, c'est si on devait les interdire, ceux qui rendraient leurs armes à feu sont ceux précisément qui sont pas trop dangereux, et ceux qui les garderaient sont ceux qui sont dangereux. C'est en tout cas un débat qu'on entend beaucoup aux États-Unis. Encore une fois, là, je n'exprime pas mon opinion personnelle là-dessus. C'est un débat qu'on entend beaucoup aux États-Unis là-dessus. Sur Trump, honnêtement, je ne trouve pas ça très trumpien, parce que pour moi, Trump, c'est véritablement un produit de la côte Est, et certainement pas de l'Ouest, et c'est plutôt Reagan, là, fondamentalement, que Trump. Ça dépend si on veut mettre dans Trump quelque chose de très très générique sur justement tout au moins tout ce qui ne serait pas les démocrates actuels, tout ce qui ne serait pas le consensus, tout ce qui ne serait pas Obama, etc. Oui, sans doute. Mais dans l'ADN politique de Trump, à mon sens, c'est pas ça qui se joue. Sur le mythe du cow-boy, je suis complètement d'accord avec vous, bien entendu. Le cow-boy, c'est un mythe quasiment depuis le départ. Ce que c'est qu'un cow-boy, littéralement, c'est ce qu'on appelle en français un garçon vaché, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des vaches. Et ça n'a pas duré très très longtemps. C'était des gens qui emmenaient des troupeaux de vaches du Texas jusque dans les abattoirs, ou tout au moins sur les premières lignes de chemin de fer dans le Kansas, etc., pour emmener vers Chicago et de là vers la côte Est, vers les grandes villes, etc., avec le développement de la consommation de viande, avec toute une économie qui va avec ça. Pourquoi est-ce que le cow-boy peut devenir un mythe ? Précisément parce que on ne comprend pas trop fondamentalement qui il est, ce qu'il fait. Parmi les cow-boys, il y avait beaucoup de Noirs, il y avait beaucoup d'Indiens aussi, qui étaient des cow-boys. Donc l'idée du cow-boy qui combat les Indiens, c'est quelque chose qui effectivement n'a aucun ancrage historique, c'est quelque chose qui est totalement reconstruit, qui est totalement construit même littéralement. C'est la figure du cow-boy fondamentalement qui est intéressante et qui est créatrice du mythe, c'est-à-dire que c'est un homme pas si solitaire que ça, pas souvent à cheval, mais qui est souvent représenté en tout cas à cheval. Donc c'est une espèce de chevalier, l'équivalent d'un chevalier, de la figure du chevalier européen, transposée dans une Amérique précisément qui n'est pas aristocratique, qui est au contraire une Amérique des gens simples, des petites gens, et le cow-boy va pouvoir incarner une nouvelle figure du héros américain. La figure du héros américain avant le cow-boy, c'était le révolutionnaire, tout simplement. Et donc, on n'en a pas parlé ici véritablement, parce que justement, dans ce film, Clint Eastwood n'est pas du tout un cow-boy. Et dans le titre, il est un drifter, c'est-à-dire un vagabond. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait, on ne sait pas vraiment d'où il vient, on ne sait pas où il va, comme vous le disiez. Le film s'ouvre et se referme sur la même image. À mon sens, c'est plutôt quelque chose d'assez psychédélique fondamentalement. On est en 73, c'est quand même un petit peu l'air du temps. Une des façons d'interpréter ce film, à mon sens, c'est un cauchemar, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose... Et c'est pour ça que le paysage a ce rôle... C'est l'enfer, et du reste, il appelle le village enfer. Voilà, exactement. Et donc... Voilà, je ne sais pas si ça répond à l'ensemble des choses que vous disiez, mais il est évident que oui, bien sûr, c'est toute cette représentation du cow-boy traditionnellement dans les westerns, incontestablement, c'est un mythe, oui, complètement. Et puis c'est vrai que ce que vous disiez est tout à fait juste sur l'importance de l'homicide
aux États-Unis aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est autant de morts par jour, mais c'est vraiment impressionnant. Et bon, je me souviens d'une visite il y a déjà pas mal d'années du maire de Chicago. Il se trouvait que j'étais partie prenante de cet épisode, et il demande à Sophie Bodigendreau, qui est une spécialiste de la violence aux États-Unis, elle lui dit bon, là vous nous avez emmené dans le 9-3, enfin il dit pas ça comme ça, mais alors il y a eu hier, par exemple, il y a eu combien de morts par balle? Et alors bon, je lui réponds aucun. Et le gars, il dit ah bon, mais parce que moi j'ai eu des informations sur ma propre ville à Chicago, il y a eu 13 morts. Bon, donc c'est autre chose. Alors, et pour le viol, c'est une évidence sur les campus. En même temps, on voit très bien aujourd'hui que à des lieux où les jeunes femmes sont les plus attaquées et victimes de viols et de pression et de harcèlement, ce sont les campus. Hein. Donc c'est effectivement entre viol et assassinat, ce n'est pas le propre de ce qu'on appelle le western. Malheureusement, ça existe tout à fait dans la société américaine pour tout à fait d'autres raisons, j'imagine, hein, que celles qui sont racontées dans ce film. Mais moi, je trouve j'ai l'impression que, en vous écoutant, je repensais à d'autres films de Clint Eastwood plus récents sur aussi bien son film à Détroit que son film sur la guerre, ses films de guerre, etc. Bon, il y a toujours quand même ce personnage un peu taiseux, solitaire, mais qui est habité d'une très grande conscience et qui va pouvoir, avec une incroyable self-reliance, décider de ce qu'il va faire. Hein. Mais effectivement, c'est un héros complexe. C'est-à-dire, comme vous disiez, c'est un héros qui viole. C'est un héros qui tue quand même beaucoup. Je suis pas sûr qu'on puisse véritablement le qualifier de héros dans ce film. C'est une forme d'anti-héros. En tout cas, c'est pas du tout un. Je me demande si c'était pas Gottlieb qui était extraordinairement drôle, où elle le montrait avec le singe qu'il a dans je me rappelle plus quel film, et il était masochiste, Eastwood. C'est-à-dire qu'il représentait Eastwood comme un héros masochiste, qui se faisait casser la gueule par son singe, et c'était extraordinairement drôle. C'est très vieux. Moi, j'ai même vu cette bande dessinée avant de voir le film en question. Et d'abord, la bande dessinée est beaucoup plus drôle que le film, il faut dire. Enfin, mais c'est pas le meilleur avec le singe, là. Non, mais je voudrais quand même donner une précision. L'histoire des armes. Nous, on voit ça grosso modo comme vous l'avez dit. C'est-à-dire avoir ou ne pas avoir d'armes. Avoir l'autorisation ou pas. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vous regardez, c'est votre métier un petit peu, donc je me permets de vous conseiller le compte Facebook des gens ils sont pas abolitionnistes des armes. Ils militent pour qu'il n'y ait pas d'armes dans les écoles maternelles. Vous voyez ? C'est pas qu'ils militent pour qu'il n'y ait plus d'armes du tout. C'est pas du tout ça. Ils militent pour qu'il n'y ait plus d'armes, je sais pas moi, dans les écoles, par exemple sur les campus. Alors ça c'est une grosse affaire, hein, sur les campus. Puis il y a des tas de professeurs qui veulent plus faire le cours, etc. Vous voyez, c'est pas une question d'idéologie du tout. Hein. C'est le pragmatisme américain. Je pense que, sincèrement, qu'il y a les deux. Il y a une partie. Ça peut exister, Dieu merci, on a le droit de. Très culturelle. Mais fondamentalement, la façon dont, à mon sens, dont il faut se représenter le problème des armes à feu aux États-Unis, c'est vraiment la logique de l'engrenage. C'est-à-dire que la présence des armes à feu génère une violence qui est évidemment spectaculaire et, comme tu le disais, peut être extrême, notamment actuellement, en ce moment, depuis quelques années à Chicago, effectivement, c'est particulièrement dramatique. Et ça génère ça terrorise la population littéralement, qui pense pouvoir se protéger de cette violence en achetant des armes, en possédant des armes. Et c'est exactement le débat qu'il y a sur les campus. C'est-à-dire que, et notamment récemment des interventions de Trump qui expliquent que pour lui, il faut autoriser le retour des armes à feu dans ce qu'on appelle des school zones, donc des zones scolaires, dont elles étaient précisément exclues. Parce que ce qu'il explique, c'est que quand il y a des meurtres, des massacres sur des campus ou dans des écoles, etc., les enseignants vont pouvoir se défendre avec des armes à feu. Ce qui, d'un point de vue pragmatique, c'est évident. Sauf ceux qui votent pour Trump. Personne n'est d'accord. Les spécialistes, les experts ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a des statistiques qui montrent très clairement, notamment, que beaucoup de femmes ont des armes chez elles, qui leur sont offertes par leur mari.
qui ne sont pas toujours là, etc., et qui veulent qu'elles aient une arme à la maison pour se défendre. En général, c'est l'arme qui tue la femme. Mais pas seulement ça. C'est l'arme qui va servir en fait à tuer la personne que l'arme devait protéger. Et donc c'est évidemment dramatique, totalement contre-productif, si on peut dire ça comme ça. Ça ne marche absolument pas. Sauf que les gens qui actuellement votent pour Trump et qui portent le parti républicain actuellement, et une partie du parti démocrate, pensent que c'est la seule solution. D'où les lois récentes d'autorisation des armes à feu, notamment sur les campus au Texas, uniquement dans les facs publiques par ailleurs, pas les facs privées, faut pas, mais dans les facs publiques, à partir de maintenant, au Texas, les étudiants de plus de 21 ans, pas de moins de 21 ans, ont le droit de venir en cours avec des armes à feu, pour pouvoir se défendre éventuellement, et défendre leurs camarades. On est dans un délire total, il n'y a pas d'autre terme que le délire, c'est évident. Et ça va nécessairement donner lieu à de nouvelles catastrophes. Plus on multiplie les armes, plus on multiplie les occasions qu'elles soient utilisées, incontestablement. Mais le raisonnement qu'il y a, est-ce que vous entendez, est-ce qu'on lit dans la presse, et les témoignages qu'on a, c'est véritablement que puisqu'elles sont là, ces armes, il faut se protéger. C'est une course à l'armement, littéralement. C'est une course à l'armement dans une société civile. On a le même effet avec la vidéosurveillance, avec l'excès de toutes les formes dites de contrôle, etc., qui, en fait, on le sait très bien, sont assez peu efficaces. Par contre, non, ce que je voudrais revenir sur ce qu'on disait au tout début du film, de notre intervention, c'est la dimension un peu tragique, enfin, je veux dire, philosophique même, enfin, d'une servitude volontaire. Je pense que c'est un point important, enfin, dans ce film-là, c'est-à-dire une communauté qui, entre guillemets, a tout pour réussir, mais qui, par X raisons, se soumet à un ordre que cette communauté a plus ou moins sollicité, et puis, par lâcheté, etc., n'arrive plus du tout, par culpabilité, etc., n'arrive plus du tout à s'en sortir. C'est aussi une forme de message hyper individualiste de Clint Eastwood. Enfin, ça, ce n'est pas du tout un trait culturel des États-Unis, mais c'est quelque chose qui doit être très fort chez lui. Oui, et puis c'est une forme de désenchantement aussi, je pense. Mais encore une fois, je pense que vous disiez tout à l'heure que le film a mal vieilli. En tout cas, il est daté, clairement, et il est daté de 1973, est un moment particulièrement où aux États-Unis, il y a effectivement, on est en plein Watergate, on est en plein Vietnam. Il y a incontestablement des raisons de douter de la grandeur de l'Amérique, des raisons de douter de toutes les vérités. Et dans ce film, tout simplement, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de héros, personne fondamentalement s'en sort véritablement, à part peut-être la femme qui quitte, j'oublie son nom, Sarah, je crois, qui, elle, effectivement, est peut-être la seule personne un peu... Courageusement, parce qu'elle part toute seule, sans armes. Voilà. Mais à part elle, il n'y en a pas beaucoup pour racheter les autres. Et je pense surtout le révérend, là, il en prend pour son grain de lui. Oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est un fil conducteur qu'on retrouve à ce moment-là aux États-Unis d'une façon assez générale. C'est la fin des années de la contre-culture. Ouais. C'est un moment un peu de transition un peu difficile.